Oui, docteur Inès. Allez-y. Oui, docteur Inès, vous avez la parole. Oui, alors docteur Sokhna Sylla, oui. Bonsoir, professeur. Oui, bonsoir. Merci pour la présentation. Moi, je voulais juste revenir par rapport au diagnostic échographique, en fait. Est-ce que le diagnostic échographique, vous ne pouvez pas plus détailler et donner plutôt les chiffres à partir desquels on pense à une myocardite, au lieu de donner FR normal supérieur à 30 ou à 60 ou FE supérieur à 30, est-ce qu'il ne valait pas donner les chiffres à partir desquels on va dire qu'il y a une myocardite qui est là, en dehors de l'hypocontractilité cardiaque? En dehors de ça aussi, je pense que quand vous parliez du choc cardiogénique aussi, il fallait amener le diagnostic échographique aussi du choc cardiogénique, les éléments à rechercher en cas de choc cardiogénique. Et pour l'indication aussi, je pense que par rapport à l'anticoagulation, il y a des critères et vous ne les avez pas donnés. Il y a un thrombus au niveau du ventre gauche ou s'il y a un FR qui est très bas ou autre. Je pense que surtout pour les indications de l'anticoagulation, il fallait plus détailler dans cette partie-là. Merci. Réponse? Merci pour la question. Bon, par rapport à l'écho-Doppler, bon, je crois qu'on avait précisé ça. On avait dit qu'il y avait une diminution de la fraction de raccourcissement et que la normale, c'était supérieur à 30%. Et on recherche également une diminution de la fraction d'éjection et on a dit que la normale, c'était supérieur à 60%. On a dit également qu'on recherche donc les signes d'insuffisance mitrale par dilatation de l'anneau et puis une HTAC, un épanchement pleural péricardique. Ok. Oui, non, mais c'est réel. Hein? C'est-à-dire vous avez les nombres, donc quand ça diminue, ça veut dire que c'est altéré. Maintenant, si vous pouvez en même temps mesurer le débit, oui. Éventuellement, mais en général, la fonction, c'est largement suffisant. Et puis, c'est parce que vous évaluez la contractilité. Après, les anticoagulants, en principe, s'il y a un thrombus, bien sûr, c'est évident. Maintenant, si vous avez juste un contraste, là aussi, en principe, dès qu'ils ont une indication, parce que le sang stagne, donc ils ont une indication, sans avoir des taux très très bas, moyenne en dessous de 20, en principe, dès que vous avez une diminution, la contractilité n'est pas bonne, vous pouvez mettre une anticoagulation, soit pour avoir des taux. Maintenant, comme vous n'avez pas de thrombus, vous allez avoir des objectifs qui seront différents, suivant que vous serez en prévention ou bien en curatif. Mais normalement, vous avez une indication. Oui, professeur. Docteur Soleil. Merci, professeur. Et merci à l'équipe pour cette présentation sur ce cours portant sur les myocardites, qui est un thème intéressant et souvent on passe à côté du diagnostic parce qu'il y a un bon nombre d'enfants qui sont traités pour autre chose telle qu'une bronchiolite, alors que le diagnostic exact c'était une cardiomégalie. Donc, ça attire également l'attention en pratique que devant une tachycardie, surtout la tachycardie, et qui est le plus souvent, c'est constant. C'est un signe qui est constant. Bon, elle en a parlé dans son exposé. Et je pense également qu'il ne faudra pas banaliser une tachycardie chez un malade.
ça peut cacher beaucoup de choses derrière. Donc, la tachycardie, le bruit de galop sont les principaux signes. Également, bon, les signes d'insuffisance cardiaque qui sont là, tels que les signes de congestion. L'échographie, oui. L'échographie, bon, également, bon, si vous pouvez nous mettre des images, ce serait également intéressant pour ce côté-là, avoir des iconos. Et sur la myocardite en cas de dysfonctionnement, tout ça. On a quelques images parce que, bon, à l'école, le plus souvent, bon, le premier signe qu'on a, dilatation des cavités qui sont là. Dans cette dilatation-là, bon, c'est lié à une altération de la fonction du VG. Et ce qui entraîne après les fuites par dilatation des anneaux, tout ça, quoi. Des fuites qui sont secondaires à cette dilatation. Je pense que les iconos également sont intéressants. Prof est revenu sur les contrastes, la présence de contrastes dans les cavités qui est en rapport également avec un risque de thromboembolique. Mais dans ce cours, moi, ce que je n'ai pas vu parler, c'est le syndrome inflammatoire post-Covid, le PIMS, qui est une cause également de myocardite. Je ne sais pas si, bon, on vous a pas demandé de le mettre dans le cours. Mais je n'ai pas vu ça durant la totalité du cours. Alors qu'on a eu des cas, j'ai vu des cas de PIMS qui ont été avérés, ou MIS également, bon, qui ont été avérés avec la sérologie COVID qui était positive, avec des signes échographiques, tout ça. On a eu des cas. Je ne sais pas pourquoi vous n'en avez pas parlé dans votre exposé, mais je pense que c'est important également de souligner cette étiologie de myocardite. Également, sur le chapitre diagnostic différentiel, vous avez mis cardiomyopathie, obstacle, gauche, je pense que c'est ça. Je pense qu'il faut mettre les cardiomyopathies dans le cadre général, parce que bon, la myocardite est une des causes de cardiomyopathie, mais les cardiomyopathies sont lâches. Il y a des cardiomyopathies secondaires, telles que les obstacles, comme vous l'avez dit, mais également il y a des cardiomyopathies primitives qui peuvent être génétiques, métaboliques. Sur le plan thérapeutique, je pense que c'est le traitement de l'insuffisance cardiaque associé à autre chose. Le traitement de l'insuffisance cardiaque, il y a l'insuffisance cardiaque aiguë et l'insuffisance cardiaque chronique. Dans le cadre du traitement de l'insuffisance cardiaque aiguë, surtout les diurétiques qui sont en première ligne. Mais quand l'insuffisance cardiaque aiguë est juste ça, les diurétiques peuvent être délétères après pour le malade. Donc, c'est surtout les IEC, les bêta-bloquants qui interviennent dans le traitement de l'insuffisance cardiaque chronique. Je pense que dans votre traitement également, on pouvait raisonner également en fonction de la fraction d'éjection du VG. Parce que cette altération de la FEVG va nous permettre soit de mettre une anticoagulation qui est là, soit également, si c'est dans les pays développés, par exemple, un enfant qui a en France un FEVG qui est inférieur à 30%, c'est un enfant qui est inscrit sur la liste des greffes, parce que c'est un candidat à la greffe. On le prépare déjà, parce qu'on sait que c'est probablement un enfant, bon, si c'est à la phase chronique de sa myocardite, c'est un enfant qui a cardiomyopathie, donc c'est un enfant qui ne va pas récupérer de ses lésions, donc on va lui préparer à la greffe. Et à part ça, bon, je pense que également, il y a avant la greffe, il y a les traitements de suppléance, comme l'a dit le professeur Bass, avec le Bernard et autres, tout ça, quoi. Je pense que c'est intéressant. Mais mon problème, c'est surtout avec le PIMS, là, c'est pas sorti, ou bien, c'est pas. Merci. Merci. Oui, je pense que dans les étiologies, il faut l'associer, il faut le mettre. D'accord, on va l'ajouter. Il faut mettre la COVID, oui. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'il y a ici d'autre? Oui, professeur Bass. Merci beaucoup, professeur, pour la parole. Je remercie ceux qui